Colline de Senarclan, votre chronique. Alors voilà, ce confinement pour moi, ça se passe plutôt bien, merci de demander. Je viens de déménager dans un appartement confortable avec une jolie terrasse. Je continue de recevoir de l'argent pour payer mon loyer. Puis comme c'est les vacances scolaires, ça se calme un peu niveau télétravail, on peut se détendre un brin sur l'école à la maison, voilà. Parce que c'est vrai que ces 3 dernières semaines, ça swingait quand même bien entre nos boulots, l'école du grand, le rythme du petit, la bouffe, la maison. C'est vraiment une organisation de fou, quoi. Du coup, la maison est un peu dégueulasse, d'autant que ma femme de ménage ne vient plus pour des raisons sanitaires. Eh oui, j'imagine que comme la majorité d'entre vous, nous faisons appel à une femme de ménage. Mon mec est vraiment super, mais que voulez-vous, entre le boulot, les enfants, le jardinage, la lessive, il arrive juste pas à s'occuper en plus du ménage régulièrement, quoi. Ça fait trop pour lui. Donc on externalise ce travail et en ce moment, elle vient pas. Je l'ai appelée la semaine passée pour savoir comment ça va. Pour elle, le confinement, c'est un peu moins chouette. Elle n'a plus aucun revenu. Ses employeurs lui ont subitement tourné le dos. Et ses salaires aussi. C'est du propre de laisser quelqu'un sans ressources du jour au lendemain quand on sait pertinemment que son revenu dépend de nous. Mais ce qui est bien, c'est qu'au-delà des obligations morales, il y a des obligations légales qui sont justement prévues pour les situations de crise qui vont de la maladie à la pandémie. La chose, c'est que les gens qui emploient du personnel de maison quelques heures par semaine n'ont pas conscience d'être des employeurs et d'être donc soumis à un certain nombre d'obligations, comme celle de payer leurs employés de maison. Il est donc important de le rappeler. Si votre employé de maison ne vient pas parce qu'elle est malade, vous devez la payer. Si elle ne vient pas parce que vous lui avez demandé de ne pas venir, vous devez la payer. Si votre employé est à risque ou vit avec des personnes à risque et que vous n'êtes pas en mesure d'assurer les conditions de sécurité, vous devez continuer à la payer. D'autre part, vous ne pouvez pas dénoncer un contrat de travail du jour au lendemain, et ce, même si votre employé de maison n'est pas déclaré. Il existe des contrats types et vous ne pouvez pas y déroger. On a affaire à un secteur où les travailleuses sont particulièrement fragiles. Souvent non francophones, souvent sans papier ou au bénéfice d'un permis renouvelable, elles savent qu'elles ne doivent pas faire de vagues sous peine de perdre leur taf ou leur permis. Le secteur de l'économie domestique n'est pas soumis à la loi sur le travail et le Conseil fédéral a annoncé qu'il ne soutiendrait pas le personnel de maison parce que c'était trop compliqué. Alors que pour elles, c'est simple, c'est facile, s'occuper de nous toute l'année, pas de problème. Les employés de maison n'ont que très difficilement la possibilité de faire recours contre leurs employeurs. Elles sont trop dépendantes de leur bon vouloir et trop fragilisées par notre système social et migratoire. Alors dans une période où tous les soirs on tape dans nos mains pour le personnel soignant, où on se scandalise et on dénonce celles et ceux qui ne jouent pas le jeu du confinement, soyons fair-play et respectons le peu de droits qu'elles ont. Elles aussi, elles ont un loyer à payer. Stéphanie Méria, de quoi vous nous parlez ? Je vous parle de l'arme facile, parce que je ne sais pas si c'est la situation ambiante qui fait empirer les choses, mais ces derniers mois, je constate un phénomène assez inquiétant. Pourquoi ai-je tendance à pleurer plus facilement en vieillissant ? Avant, du temps de ma glorieuse jeunesse, j'étais plutôt fière de ne pas pleurer. Une rupture, 3 mouchoirs, on passe à autre chose. Et comme dit le proverbe, un de perdu, un de perdu. Un film romantique ? Non, mais moi je suis pas ce genre de fille, je vais pas tout de même déverser les grandes eaux de Versailles pour une comédie romantique. Une douleur ? Je ne suis pas un homme, je supporte la douleur. Et pourtant, depuis quelques années, je constate des épanchements lacrymaux inexpliqués qui ont le don de m'énerver et de m'inquiéter. Quelques exemples. Je regarde l'excellent Cercle des poètes disparus. Et soudain, comme ça, sans crier gare, alors que le film j'ai déjà vu, je sais ce qui va se passer. Donc, au moment où le héros grimpe sur sa table et scande « Oh, capitaine, mon capitaine !» une barrière invisible se rompt en moi, je ne peux plus rien retenir. Les premiers sanglots se pointent et évidemment, je prétexte un éternuement soudain, dans mon coude évidemment, ou une allergie pour me ruer sur un mouchoir et tenter de masquer cette ignominie, ce moment de faiblesse que je croyais avoir surmonté depuis longtemps. Raté. Je pleure sans m'arrêter, avec en plus un sentiment de honte qui me tenaille, c'est l'horreur. Plus grave. Arrivé au terme de la saga Star Wars, oui, je suis une fan inconditionnelle. D'ailleurs, je l'ai viré, mais il y avait un poster Star Wars là derrière, quoi. Donc, arrivé donc à la fin de cette fin de l'épisode numéro 9, me voilà prise d'une tristesse incommensurable. Là aussi, une larme tente de se frayer. Me revoilà toute bouleversée d'arriver à la fin de cette saga qui a débuté en 77 et donc 3 trilogies qui m'ont accompagnée quasiment toute ma vie et dont je me refuse à accepter la fin. Cette crise épouvantable se déroule sous l'œil hilar de mon frère qui se demande qui est l'ersatz chouinant de sœur au cinéma à côté de lui. Oui, c'était du temps où on peut aller au cinéma. Ah oui, le bon vieux temps. Oui. Pire, voire catastrophique, j'ai pleuré pour une belle performance à The Voice. Vous savez, This is the Voice. Le télécrochet pour chanteurs plus ou moins amateurs. Alors là, vraiment,
J'ai l'impression de toucher le fond. C'est comme si je vivais une expérience de mort imminente, que je sortais de mon corps. Mon moi rationnel flotte au-dessus du salon, se moquant de la pauvre chose pleurnichant derrière son écran, incrédule et déçu d'une attitude aussi lamentable, alors que mon moi midinette se pâme devant ce duo aux voix d'or et qui se répond de manière si admirable. Bon. À ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait tirer une sonnette d'alarme, parce que les prochaines étapes, c'est quoi? Pleurer parce que je rate une recette, chouiner sur un joli dessin de ma fille, redevenir romantique, enfin pire encore, je sais pas, je ne sais plus quoi faire. J'essaie de comprendre d'où ça vient. Est-ce que chaque humain a une dose de stoïcisme prédéterminée à la naissance et que les années passant, on épuise son quota? Est-ce que le ramollissement inévitable de mes cellules et de mes neurones vieillissants m'ouvre un horizon de sensations mièvres que je ne connaissais pas? Surtout, est-ce que je vais rester comme ça? Est-ce que je vais retrouver mon cynisme? Est-ce que je dois simplement bannir The Voice de mes favoris? Les questions s'enchaînent sans réponse, me laissant pantoise et limite prête à verser une larme. Punaise de confinement. J'ai trop de temps pour penser. Vivement que ça s'arrête. Michel, à vous de jouer. Oui, eh bien, cette semaine, j'ai retenu les mésaventures hospitalières du Premier ministre britannique Boris Johnson. Pour l'admirateur de Churchill qu'il affirme être, cette faiblesse est aussi incongrue qu'un bon vin anglais. Imagine-t-on Winston Churchill terrassé par un virus en mai 1940. À tout prendre, Alain Berset est beaucoup plus churchillien que Boris Johnson. Il ne lui manque qu'un cigare entre les lèvres pour l'être tout à fait. Churchill, c'est un peu le modèle du bon capitaine par ces temps de tempête virale. Un type qui tient la barre d'une main ferme et qui regarde son peuple au fond des yeux quand il lui promet du sang, de la sueur et des larmes. Ce qu'il faudrait, c'est que se multiplient les nouveaux Churchill. Bien sûr, je devine la réticence de Stéphanie Meria. Elle se méfie sûrement de ce solide buveur qui résumait le secret de sa longévité en 2 mots, no sport. Mais je tiens à rassurer Colline de Senarclan. Ce gars-là était moins sexiste que beaucoup d'autres. Tous les matins, disait-il, j'apporte à ma femme le café au lit. Elle n'a plus qu'à le boudre. Ah, on rêverait bien sûr que Churchill soit encore parmi nous. Aux excités qui réclament le déconfinement pour demain matin, il répondrait certainement avec les mots qu'il avait utilisés en 1942. Ce n'est pas la fin, ce n'est même pas le commencement de la fin, mais c'est peut-être la fin du commencement. Churchill n'était pas non plus du genre à fuir les responsabilités politiques en se planquant derrière les avis des groupes ou des comités d'experts. Je rappelle l'excellente définition qu'il avait donnée du mot « comité ». C'est un groupe de personnes incapables de faire quoi que ce soit par elles-mêmes qui décident collectivement que rien ne peut être fait. On trouve donc chez Churchill tout ce dont on a besoin pour traverser la mauvaise passe actuelle, même des conseils sanitaires comme celui-ci. Une pomme par jour éloigne le médecin, pourvu qu'on vise bien. Alors, qu'en pensez-vous, Jonas? Vous qui êtes après Jean-Marc Richard, le plus churchillien de nos animateurs. Malgré cela, je comprendrais que vous ne partagiez pas totalement mon enthousiasme pour le personnage. Comme le disait encore le grand Winston, si 2 hommes ont toujours la même opinion, l'un d'eux est de trop. Merci voilà. Michel Audétin.